Bonjour ou rebonjour à ceux qui étaient déjà là ce matin et il y a quelques minutes lors de la première conférence inspirante, deuxième conférence inspirante de cet après-midi qui a pour titre Transition démographique, comment réinventer le pacte intergénérationnel. D'ailleurs, réinventer le pacte générationnel ou l'inventer vraiment, quelles sont les attentes des jeunes et des moins jeunes aujourd'hui, alors que le contexte n'est plus du tout celui des générations précédentes. Le numérique, le changement climatique, mais aussi des bouleversements économiques majeurs sont en train de venir finalement percuter les nouvelles générations. Beaucoup d'entre eux, beaucoup de nos enfants vont exercer plusieurs métiers dans leur vie, des métiers qui pour certains n'existent même pas encore aujourd'hui. Le tout dans un monde où le respect de l'environnement et la préservation de la planète, on en parlait juste avant, aura une place que ce sujet n'a jamais eu dans l'histoire. Cette génération, les nôtres et celles de nos aînés, vont aussi vivre dans une population qui vieillit et qui va vieillir de plus en plus. Alors dans ce contexte, comment faire le pont entre les générations? Quelle est l'approche des jeunes et de ce que l'on appelle le pacte générationnel? Est-ce que la récente crise sanitaire a fait naître de nouvelles envies, de nouvelles aspirations à la matière? Voici les sujets dont on va parler maintenant avec nos trois intervenants, Mélissa Asli-Petit, Anno Zegerman et Éric Jeannot, que j'invite à me rejoindre. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. Je vais vous présenter Mélissa Asli-Petit, vous êtes docteur en sociologie et dirigeante de Mixing Génération, qui est un bureau d'études en sociologie appliquée. Arnaud Zegerman, vous êtes directeur associé de Via Voice, qui est un institut de sondage. On le qualifie comme ça. Et Éric Jeannot, vous êtes président de l'Union Mutualiste Retraite et membre du conseil d'administration de la Mutualité française. Arnaud Zegerman, on va commencer avec vous. Là aussi, pour bien poser le sujet et savoir de quoi on parle. Quand on parle notamment de jeunes, de qui parle-t-on et surtout à quoi ils ressemblent? Il y a les jeunes et puis il y a une autre catégorie qui sont aussi les jeunes seniors, qui sont une espèce de nouvelle catégorie émergente qu'on n'avait pas forcément vu venir. Donc il y a c'est qui les jeunes et c'est qui ces jeunes seniors-là qui sont une nouvelle génération qu'il va falloir prendre en compte? Alors, je vais essayer de vous répondre en moins de 3 quarts d'heure. Ok, ça tombe bien parce que y a d'autres personnes qui voudraient parler. Alors, c'est qui les jeunes? Le premier élément à avoir en tête, c'est que la jeunesse n'existe pas. Ce n'est pas un bloc monolithique. Sur toutes les études qu'on réalise pour comprendre ce que pensent les Français, on s'aperçoit que la catégorie sociale détermine davantage ce que vous allez penser, plus que l'âge. Pour autant, il y a des points communs. Avant de parler de ces points communs, ce qui me paraît important, vous posiez la question de qui on parle. Généralement, quand on parle des jeunes, on va dire que ce sont les personnes nées à partir de 1995. D'accord ? Okay, j'en suis plus donc. Okay, depuis longtemps. Moi non plus. Okay. Après, une fois qu'on a donné cette donnée purement démographique, qui ils sont? Moi, j'ai fait en venant un petit exercice que j'ai listé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qu'on a vu? Quels sont les événements de votre vie lorsque vous êtes né à partir de 1995? Alors déjà, quand vous étiez enfant, assez petit, vous avez eu les attentats de 2001, d'accord? Donc, vous êtes enfant, mais vous entendez effectivement parler d'un monde qui n'est peut-être pas aussi rassurant que ce que ma génération a pu entendre parler. Puis en 2008, vous avez vos parents qui parlent d'une crise, voire qui la subissent directement. En 2015, vous êtes adolescent, puis vous avez une série d'attentats. Après, vous avez le Covid. Vous êtes enfermé chez vous, vous avez un confinement, plusieurs confinements. Et puis maintenant, vous avez une guerre en Ukraine, l'inflation. Évidemment, dans un contexte, je n'en parle même pas, je ne m'étends pas là-dessus, de dérèglement climatique, donc effectivement une tension par rapport à ça, tension couplée au fait qu'on a le sentiment, en tout cas que les jeunes ont le sentiment, qu'il y a eu un déni de ce dérèglement climatique de la part de nos générations. Donc effectivement, le contexte de qui sont ces jeunes, c'est aussi ce vécu qui n'est pas tout à fait le nôtre. Juste pour terminer, en creux, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu? Ce qu'ils n'ont pas vécu, c'est une génération qui n'a pas connu de grands mouvements sociaux, fédérateurs, avec des luttes encadrées par des syndicats et qui aboutissent à quelque chose. Et en creux, c'est très important pour les comprendre et pour identifier que c'est une génération qu'on qualifie à ce stade, ça peut changer, de plus individualiste que les précédentes. Ça veut dire que c'est aussi une génération qui est... vous parliez des mouvements sociaux, il y a aussi les grands mouvements politiques. Je pense à l'arrivée de la gauche au pouvoir, notamment en 1981, qui a pu faire naître des espoirs, à d'autres mouvements politiques qui ont eu lieu derrière,
aussi à droite, hein, puisque l'arrivée de Nicolas Sarkozy, par exemple, a aussi fait naître certaines aspirations chez certains jeunes. Est-ce qu'il y a une dépolitisation au sens des partis tels qu'ils existent ou pas? Alors, en tout cas, il y a une dépolitisation au sens où on va moins vers des structures préexistantes. Ça, c'est clair. Après, la politisation, elle se fait autrement. Mais au-delà de la politisation, il y a une question qu'ont posée nos confrères de l'IFOP, qu'ils la posent régulièrement, qui est: est-ce que vous avez un idéal? Aujourd'hui, quand on pose la question, vous avez un idéal, on perd 40 points par rapport à la jeunesse de 1977. 40 points de moins. Ce qui montre bien qu'effectivement, cette notion d'idéal est tout à fait différente parce qu'effectivement, ils ont le sentiment de subir un certain nombre de crises et surtout des crises dont ils héritent. Alors, ils ont moins d'idéal que leurs aînés. Est-ce que ces jeunes, néanmoins, ils ont des aspirations et est-ce qu'ils ont des craintes et des doutes de façon assez généralisée ou là aussi c'est extrêmement disparate? Alors, c'est extrêmement disparate, et là encore, je vous redis ce que je disais et qui est très important. Il ne faut pas oublier d'où parlent les jeunes qu'on interroge. Et encore une fois, si vous êtes parisien, si vous êtes urbain, si vous êtes diplômé, ou au contraire que vous êtes issu d'un milieu rural de catégorie populaire, vous n'allez pas voir le monde de la même manière. Donc ça, c'est avant tout ce qui détermine votre vision du monde. Après, effectivement, on peut retrouver des formes d'engagement auprès des jeunes, mais c'est un engagement beaucoup plus individualiste à ce stade. Pourquoi il est plus individualiste? On pourrait en discuter pendant des heures et faire un débat là-dessus. Et même moi, je ne suis pas très à l'aise avec le fait de dire que c'est individualiste, parce qu'il y a une connotation un peu péjorative de dire individualiste. En tout cas, il y a le sentiment que les politiques sont impuissants. Plus que ce que nous disent leurs aînés, à savoir que les politiques, il y a souvent des suspicions. Vous savez, on dit qu'en France, on est le pays de la défiance à l'égard des politiques. Plus que de la défiance, il y a un sentiment d'impuissance, parce qu'à l'échelle de leur génération, ils n'ont pas vu de combats menés qui ont abouti à quelque chose. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Ouais. En tout cas, ils n'en ont pas la perception. Un mot juste de l'autre catégorie, les jeunes seniors, qui est une catégorie qui est en train d'apparaître et que moi j'ai un peu découverte. Et en fait, quand j'ai préparé ce débat et qu'on m'a mis ça sur la table, j'ai dit mais oui, évidemment, il y a cette catégorie-là aussi qui est entre les deux et on peut être jeune senior assez longtemps en fait. Alors, on peut être jeune senior assez longtemps, et puis finalement, on est dans des perceptions. Il y a quelques années, je vous ai amené une étude qu'on a réalisée. On a demandé aux Français à partir de quel âge est-ce qu'on est senior. Alors, à partir de quel âge est-ce qu'on est senior dans sa vie personnelle? Les Français nous répondent en moyenne 68 ans. À partir de quel âge est-ce qu'on est senior dans le regard de la société, que la société porte sur nous? 64 ans. Et la carte fermée, c'est 60 ans. Hein, donc. Et à partir de quel âge on est perçu comme senior dans sa vie professionnelle? 57 ans. Il y a plus de 10 ans d'écart entre les perceptions entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc quand on parle de senior, de quoi on parle en fait? C'est extrêmement compliqué. Il y a l'aspect, effectivement, on peut prendre les données de l'INSEE, on peut prendre ce qu'on considère tous comme les passages comme la carte vermeille, etc. Mais finalement, même ça, c'est ambigu. Et il ne faut pas oublier l'allongement de l'espérance de vie, à quel point ça est allé vite ces dernières années, à quel point, au-delà de l'espérance de vie, il y a la qualité de vie qui s'est aussi considérablement améliorée, notamment pour les jeunes seniors. Effectivement, moi, pour ne rien vous cacher, j'ai eu 50 ans il y a peu. Ça m'a pas mal traumatisé. Et effectivement, ça m'a encore plus traumatisé lorsque, dans ma boîte, ils m'ont fêté mon anniversaire et que je me suis rendu compte qu'effectivement, la plupart avaient 25 ans de moins que moi. Donc, effectivement, c'est quoi être senior? Est-ce que c'est l'âge de vos artères? Est-ce que c'est votre carte vermeille? Est-ce que c'est les horribles publicités ciblées par âge que vous recevez sur Internet, ce qui est terrible à partir de 50 ans? Ou est-ce que c'est votre perception dans la vie personnelle ou professionnelle? Là aussi, il y a une part d'ambiguïté. Voilà, quand on a des stagiaires qui commencent à arriver, qui sont nés après l'année de son bac, c'est que vraiment ça devient très très inquiétant. Mélissa Asli-Petit, on est là pour se poser la question du pacte intergénérationnel et du besoin de le réinventer. Au regard de ce que vient de dire Arnaud Seigerman, est-ce qu'on a, avant de penser au pacte, toutes les caractéristiques d'une société qu'on pourrait dire segmentée, fragmentée? Je dirais oui et non. Je dirais que dans le discours médiatique, on est beaucoup dans cette société segmentée, dans des oppositions, que ce soit des oppositions de génération ou des oppositions aussi de classe sociale, des oppositions de ceux qui dominent et qui dirigent et des autres. On peut aussi parler du genre. Vraiment, il y a plusieurs oppositions dans le discours médiatique. Mais après, quand on voit la manière dont c'est décrit, et que ça vient d'être décrit, on voit bien qu'il y a quand même des ressemblances entre les jeunes et les plus âgés. Alors peut-être qu'on peut partir des retraités, où on sait que là, il y a, je dirais, une borne plus ou moins claire, qui est le fait de pouvoir toucher une pension de retraite. Et sur ce point-là, en fait, ils sont autant hétérogènes que les jeunes. Et donc, il y a une diversité à la fois en termes de CSP, de lieu de vie,
d'âge, de situation familiale, matrimoniale. Et donc, c'est cette hétérogénéité peut-être qui les relie. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est aussi d'aller travailler sur les représentations sociales, à la fois des jeunes et à la fois des plus âgés, pour aller vraiment trouver un discours le plus juste possible, et aussi pour aller montrer ce qui les relie et la solidarité, et les solidarités qui existent, parce qu'elles existent dans le quotidien. Et on peut tous en trouver des exemples de solidarité entre les générations qu'on a vécu au sein de notre famille ou qu'on a pu voir autour de nous. Donc il y a un vrai besoin, je dirais, d'aller se questionner sur qu'est-ce qu'on partage ensemble. Et peut-être qu'on ne partage plus, je pense qu'on partage toujours des grandes valeurs, mais quelles sont les valeurs d'aujourd'hui, en fait, qui nous relient dans ce pacte et dans cette société. Et comment, par exemple, tout à l'heure, donc on parlait du climat, comment on va engager les jeunes retraités aussi dans peut-être leur transition travail-retraite à tout de suite penser transition aussi climatique pour, en même temps qu'ils vont mettre en place de nouveaux modes de vie, et bien commencer à changer peut-être des modes de vie ou peut-être en garder parce qu'eux aussi, des fois, sont dans une sobriété déjà présente, en fait. Donc il y a, je pense vraiment, cette question d'avoir ce regard plutôt du partage et du lien. Puisqu'on en a parlé de partage, je vous rappelle à vous qui êtes dans la salle que vous pouvez poser vos questions via l'application. N'hésitez pas à le faire dès maintenant et on gardera un temps à la fin de cette conférence inspirante pour répondre à vos questions. Arnaud Segerman, vous l'avez dit, hein, ils sont moins politisés, les jeunes, ils croient moins en l'action publique. Néanmoins, quand on parle de solidarité, est-ce que les jeunes, ils ont envie de trouver les solutions par eux-mêmes et pour eux-mêmes, ou est-ce qu'ils pensent aussi à ceux d'avant, avant de penser à ceux qui viendront après? Alors, il ne faut pas oublier, on reproche souvent à la jeunesse de ne pas penser à ceux d'avant. Il ne faut pas oublier, je ne suis pas dans la démagogie en disant ça, mais ce qu'ils ont vécu pendant les confinements. Ils ont été confinés, effectivement, ce n'était pas eux qui étaient les premières victimes potentielles du Covid. Donc quand même, il y a eu une solidarité de fait. Après, moi j'ai fait pas mal d'études là-dessus, sur ce qui s'est passé dans les entreprises ou dans les villes pendant le Covid. On s'est rendu compte qu'il y a, malheureusement, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, il y a une solidarité des jeunes par rapport à leurs voisins, par rapport à leurs aînés en entreprise qui a été colossale, puisque eux pouvaient bouger sans avoir tellement peur. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'aides qui ont été mises en place. Après, effectivement, on s'aperçoit, nous, dans les études, lorsqu'on les interroge sur la valeur, qu'ils sont dans une logique de résultat. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas très à l'aise avec des choses qui nous tiennent à cœur, à nous tous, c'est-à-dire des logiques de représentativité. Ça, effectivement, ils n'ont pas vu aboutir, en tout cas, ils n'ont pas le sentiment d'avoir vu aboutir des résultats avec des logiques de représentativité. Alors, quand on les interroge, on se rend compte qu'il y a 4 points qui sont déterminants. Le premier, c'est l'héritage. C'est une génération qui a le sentiment d'hériter de beaucoup de galères, dont on serait, nous, responsables. Alors, il faut faire attention quand je dis ça, parce que souvent, on a tendance à caricaturer les jeunes comme obsédés par le climat et accusant les boomers d'être responsables de ça. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. En revanche, il y a une éco-anxiété qui est extrêmement forte, et il faut bien avoir conscience, et je rebondis sur ce que vous venez de dire, que par exemple la thématique climatique, elle interroge l'ensemble de la société. Les jeunes réagissent certainement différemment, mais on s'est aperçu que sur le changement des pratiques, ceux qui ont le plus changé leurs pratiques dans la société, ce sont les retraités par rapport aux enjeux climatiques. Mais en tout cas, pour les jeunes, il y a cette thématique du climat. La deuxième thématique qui est importante, c'est celle du bonheur. Là aussi, il y a une étude qui est faite par nos confrères de l'IFOP depuis 1977. En 1977, il y avait 31% des jeunes qui se déclaraient très heureux. Aujourd'hui, on a 19%. D'accord? Est-ce que c'est parce qu'on se déclare moins heureux qu'on l'est moins? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quand même une chute de plus de 10 points. L'idéal, j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, les jeunes ont beaucoup moins un idéal qu'avant. Et souvent, lorsque je dis ça, on me dit, mais c'est pas vrai, ils parlent du climat. Le climat, c'est défensif. C'est pas un idéal. On est juste en train d'essayer de sauver nos fesses. D'accord? Donc il ne faut pas oublier ça. Et en fait, enfin, le quatrième point, c'est la vision du monde. On est face à une jeunesse qui est passée pour les générations précédentes de l'amour de la liberté. La liberté, c'était ce qui est le plus important. À une crispation très forte sur les inégalités. Inégalités de genre, toutes les sortes d'inégalités qu'on peut trouver. Alors, quand je dis ça dans les études, de manière très macro, ça me fait un petit peu mal parce que je me dis, bah, nous, finalement, dans nos générations, on était quand même sensibles aux inégalités. Mais eux ne les perçoivent pas. Et par rapport à pas mal de thématiques qui sont abordées aujourd'hui, ils ont le sentiment que les générations d'avant n'ont pas tellement fait le boulot là-dessus.
C'est très intéressant de voir un peu, c'est compliqué ces questions et c'est très loin d'être uniforme. Mélissa Asli-Petit, le pacte intergénérationnel, il est aussi souvent porté par la façon dont l'action publique, dont l'action politique s'intéresse aux différentes générations et notamment à la jeunesse. Aujourd'hui, si on regarde les jeunes d'aujourd'hui, moi j'ai une fille qui va passer le bac et je lui dis, je pense que tu ne seras pas salarié toute ta vie et ça se trouve tu feras peut-être même pas le même métier toute ta vie et ça se trouve tu feras même un métier que moi qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Ça aussi c'est source d'anxiété. Ça veut dire que la vie pro elle est plus aussi linéaire qu'avant. Quand on se dit que finalement aujourd'hui le socle de la protection sociale c'est la cotisation sociale qui est assise sur ce que je gagne, là aussi on se dit qu'il faut repenser les choses et votre constat à vous je crois c'est que l'État et les politiques publiques ont du mal à suivre ce mouvement qui finalement nous dépasse nous quand on est parents, mais les dépasse eux aussi en tant que décideurs. Oui, on est encore sur la vision de 1945 en fait. Si on parle de la retraite, hein, je parle de la retraite à ce moment-là, qui était formation, la vie était en 3 temps, formation, travail, retraite, un parcours de vie assez linéaire, en CDI, en salariat, grosso modo dans une grande entreprise, il pouvait y en avoir plusieurs mais ça restait rare. Mais en tous les cas, on était sur ces parcours linéaires. Et avec des sessions où on savait à quel moment on partait. Aujourd'hui, on n'a plus cet horizon temporel, même pour les gens qui sont aujourd'hui salariés et qui ont 50 ans. On ne sait même pas quand on partira parce que c'est fluctuant en fonction des décisions politiques. Mais surtout, c'est qu'en fait, la situation d'emploi n'est plus du tout la même. Et celle que vous décrivez, elle est très juste, elle n'est plus linéaire. Peut-être qu'elle sera peut-être un peu freelance, auto-entrepreneur, elle créera son Et j'ai entreprise. même pas parlé du phénomène de grande démission, de la volonté des gens d'être freelance, etc. évidemment. Voilà, mais en fait, le pacte d'aujourd'hui, il est quand même beaucoup basé sur le salariat. Et donc, il est très peu pensé aussi sur les différentes manières dont on peut cotiser autrement qu'en dehors du salariat. Et il ne s'adapte pas non plus donc, au mode de vie différent, certes aux métiers qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais surtout au mode de vie des gens et à leurs besoins fondamentaux. On voit bien que malgré tout, sur la question de la liberté, il me semble quand même que les jeunes ils cherchent une forme de liberté qui est un peu différente de la liberté des baby-boomers. C'est-à-dire que c'est une forme de sens qu'ils vont trouver à travers la liberté, notamment du sens dans l'emploi. Donc, on est vraiment dans quelque chose où il y a un besoin, non plus d'être encore sur 1945, quand on va changer les politiques publiques de retraite, mais vraiment de penser 2030, 2040, et de s'inscrire dans une vision du futur pour revenir sur comment on pense aujourd'hui ce pacte intergénérationnel. Et peut-être un ou deux exemples, il y a la nécessité d'accompagner les parcours de vie, de les sécuriser. C'est-à-dire que quand votre fille, elle transitera d'un emploi à un autre ou d'un sens de sa vie à un autre, il y aura un besoin quand même d'être accompagnée. Comment on les accompagne? Mais aussi de pouvoir se dire peut-être que à 35 ans, on a peut-être envie de prendre 1 an de retraite. Et si on a assez cotisé, est-ce que ça sera possible? Comment on arrive à trouver une retraite à la carte en fin de carrière, qui est aussi demandée pour aller sur une transition, je dirais, douce. Donc il y a vraiment réussir à faire un pas de côté pour regarder comment les gens vivent aujourd'hui, comment ils pourront vivre demain, pour proposer un nouveau pacte intergénérationnel qui s'assoira sur des valeurs qui existent déjà, la solidarité, mais des solidarités un peu différentes. Éric Jeannot, on est en plein cœur de ces questions et c'est très intéressant là, de regarder un peu en faisant un pas de côté, de se dire oui, pourquoi on ne prendrait pas 1 an de retraite à 35 ans, à 40 ans ou à 50 ans et pourquoi on ne continuerait pas à travailler d'ailleurs après la retraite parce qu'aujourd'hui, quand on a 60 ou 65 ans, on est encore très jeune et beaucoup se sentent encore extrêmement actifs et parfois vivent même mal d'être mis dehors. Vous disiez que dans l'entreprise, on était considéré comme vieux à 57 ans. Bah oui, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui le vivent mal. Justement, cette catégorie de population des nouveaux seniors, puisque vous connaissez bien ça, Éric Jeannot, quel rôle elle a à jouer? Est-ce qu'elle n'a pas un rôle clé à jouer justement dans ce nouveau pacte intergénérationnel? Oui, bien sûr. Ce qui me frappe d'abord, c'est le flou et la difficulté qu'on a à identifier aujourd'hui ces fameuses générations un peu nouvelles dans une société de la longévité où finalement de plus en plus de générations se côtoient. On l'a dit, pour les jeunes, ils sont difficiles à identifier. Vous l'avez dit aussi, les jeunes seniors,
Alors, selon la façon dont on leur pose la question, on n'a pas la même réponse. Et les mots eux-mêmes sont flous. Quels mots on utilise? Senior, à quoi ça correspond? Avant, on parlait effectivement de troisième âge, puis on a commencé à parler de quatrième âge, maintenant on commence à parler de cinquième âge. Bon, on n'ose pas dire les vieux, pourtant on dit les jeunes. On ne sait plus comment appeler finalement ces générations. Moi, ce que je constate en tout cas, et ce qu'on constate vraiment parmi nos adhérents qui préparent leur retraite et qui font sur ce passage en fait, des âges clés à la retraite, c'est qu'en tout cas, ils ne sont pas en retrait de la société. Et bien qu'on les traite d'inactifs, ils sont extrêmement actifs. Et c'est généralement ceux qui sont les plus actifs qui réussissent mieux ce passage et qui, du coup, sont le plus au centre des solidarités intergénérationnelles. Alors, d'abord, ils le sont, on le sait bien, en mutualité, souvent de manière un petit peu contrainte, parce qu'ils sont la génération pivot, encore aidant leurs enfants, voire commençant à aider leurs petits-enfants, et puis étant obligés aussi d'aider leurs parents, qui sont heureusement encore en vie et qui ont besoin des fois d'être aidés face à des risques de perte d'autonomie. Et cette question de l'aidance, elle est particulière à cet âge-là. Je le dis quand même, elle n'est pas qu'à cet âge-là, elle concerne aussi d'ailleurs les jeunes. Et c'est une question auquel il faut qu'on soit particulièrement attentif. Et puis ils sont les gens de cette génération-là extrêmement actifs dans la société. On le voit aujourd'hui dans la salle, nous avons plein de militants qui sont dans cette génération-là. Ils sont aussi dans les associations, ce sont aussi les principaux élus. Donc ce sont les acteurs de beaucoup de notre tissu des solidarités intergénérationnelles. Et ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui sont acteurs de ces solidarités intergénérationnelles dans la société, c'est ceux aussi qui ont le sentiment de bien-être le plus fort. Nous, on a fait une enquête auprès de nos adhérents, de 4000 adhérents, avec le CEPREMAP, qui est un spécialiste un petit peu des questions du bien-être, justement pour voir ce lien entre activité dite socialisée et puis bien-être, sentiment d'être en bonne santé aussi. Et on s'aperçoit qu'il y a une corrélation très très nette. Plus les gens sont actifs socialement, plus ils se sentent bien, et il y a d'autres études qui montrent qu'ils sont en bonne santé. Et ça, c'est un facteur clé, après, pour être évidemment au cœur des solidarités intergénérationnelles, mais ça suppose, et là je rebondis sur ce que disait Mélissa, peut-être qu'on réfléchisse un peu mieux ces transitions, parce qu'il y a aussi des gens qui ont du mal à faire cette transition, notamment au moment de la retraite, et à rester actifs. Or, on le voit, c'est essentiel pour eux et c'est essentiel pour notre société. Donc il faut qu'on soit très attentif à ces questions-là et qu'on y travaille, et on le fait en mutualité. J'aimerais bien avoir votre avis sur l'autre phénomène qui est finalement le phénomène du socle social axé autour des cotisations dont on parlait avec Mélissa Asli-Petit. Il y a les parcours professionnels qui sont de plus en plus éclatés, il y a la vague de démissions. Quel que soit l'âge finalement, et vous en parliez, il y a de nouvelles aspirations. Comment la mutualité, comment le système mutualiste peut remettre une forme de cohésion dans ça? Parce que pour qu'il y ait un pacte, il faut d'abord qu'il y ait une cohésion et une adhésion à des choses communes. C'est compliqué parce que, en tant que mutualiste, surtout effectivement les générations qui ont fondé le mutualisme, on est habitué à une autre forme d'engagement, vous l'avez dit un peu, un engagement dans le collectif, dit l'identitaire, soit professionnel, soit régional. Et ce qu'on voit aujourd'hui apparaître, c'est ce que vous avez décrit, c'est une forme d'individualisme, pas négatif, mais un individualisme de singularité, où chacun veut montrer qu'il est singulier, et du coup a plus de mal peut-être à s'engager dans des collectifs institués, et puis évolue aussi tout au long de sa vie et n'a pas envie de s'engager sur du très long terme. Or nous sommes des structures d'engagement très institutionnelles et très axées sur le long terme. Donc ça, je pense qu'on en ait pleinement conscience pour mieux accompagner cette transition-là. Tenez, d'ailleurs, il y a une question que c'est, à votre avis, pourquoi la mutualité ne réussit pas à attirer les jeunes malgré quelques tentatives? Est-ce que c'est exactement ça la réponse? Alors, c'est certainement un élément de réponse. Après, là-dessus, moi je vais être complètement franc. Moi, je ne suis pas arrivé en mutualité à 20 ans. Ce sont aussi des parcours, il ne faut peut-être pas s'illusionner. Par contre, il faut s'ouvrir. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a mis dans notre manifeste et autour de la raison d'être dont on a parlé ce matin. Il faut peut-être que collectifs institués que nous sommes, nous ouvrions vers des collectifs moins institués qui aujourd'hui sont moteurs de la façon dont s'engagent notamment les jeunes. Et c'est pour ça qu'on l'a inscrit dans notre manifeste. Je pense qu'il faut qu'on soit à l'écoute. Une des qualités de la mutualité française, c'était un endroit aussi où chacun peut s'exprimer et trouver une porte de résonance pour
partager dans du collectif ses aspirations individuelles. C'est bien Et de ça, il faut s'exprimer, qu'on mais le c'est fasse. bien aussi d'avoir le sentiment d'être entendu. Et c'est important que chaque génération ait le sentiment d'être entendue. Exactement. Mais si on n'a pas le sentiment d'être entendu par les autres, on ne peut pas s'entendre avec les autres. Et la question des solidarités intergénérationnelles, elle est quand même au cœur de cette question, de ce dilemme-là. Arnaud Segerman. Oui, alors, malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question, mais il y a deux éléments qui me semblent importants. Le premier, c'est effectivement pourquoi les jeunes ne viennent pas. Il ne faudrait surtout pas croire, c'est qu'ils ne sont pas en phase avec les valeurs. Parce que les valeurs portées par la mutualité sont totalement en phase avec les valeurs des jeunes. Donc ça, effectivement, c'est le premier élément, c'est qu'on n'y arrive peut-être pas, mais ce n'est pas parce qu'il y a un décalage. Le deuxième élément, et là c'est mon interprétation personnelle pour travailler souvent avec des mutuelles, vous le savez, il n'y a rien d'agressif dans ce que je vous dis, il y a un jargon, il y a un langage, il est daté. Et il n'est plus en phase avec ces nouvelles générations. Alors, je suis le premier à dire qu'il ne faut pas faire de la communication de bas étage et de chercher à parler comme parlent les jeunes. Parce qu'il faut effectivement être en phase avec son ADN, avec son identité. Et Mais puis, dès que c'est faux, il le voit en plus. voilà, Et donc voilà. il s'agit de rester ce qu'on est, mais peut-être de réussir à traduire davantage, effectivement, il y a créer ce fameux dictionnaire mutualité français mutualité, qui permettrait aux jeunes de comprendre un peu mieux, effectivement, ce qui se fait. Il faut bien avoir conscience que moi, à chaque fois que je travaille sur des questions d'opinion publique par rapport aux mutuelles, on se rend compte qu'avant tout, il y a un niveau d'ignorance qui est extrêmement fort chez les jeunes. Et lorsqu'on leur explique ce que c'est, ils adhèrent totalement. Mais effectivement, il y a la première étape à passer qui est expliquer ce que c'est. Et Eric Janot, ça veut dire qu'il faut non pas repenser la façon dont on va s'adresser aux jeunes, mais peut-être faire œuvre de pédagogie et essayer un peu de dépoussiérer tout ça pour leur montrer que finalement, c'est totalement en adéquation avec leurs valeurs, comme le dit Arnaud Segerman. Oui, alors c'est une première étape. Je pense qu'il ne faut pas qu'on abandonne quelque chose qui est très fort aussi en mutualité. Hein. C'est effectivement d'être des militants des protections sociales globalement et de tout faire pour faire passer ces idées-là. Vous le disiez aussi tout à l'heure. La plupart des jeunes, notamment parce qu'ils ont vécu effectivement des époques où il n'y a pas eu les grands combats sociaux, où finalement les protections sociales semblent là, pérennes, les menaces sont ailleurs, ne les perçoivent pas et ne les comprennent pas comme nous les avons compris. Et là, évidemment, on a un rôle extrêmement fort et sans doute, il faut qu'on adapte aussi notre jargon pour aller vers et être pédagogue et rappeler ce que c'est que ces protections sociales, en quoi les cotisations sociales, même si probablement il faudra faire des évolutions, elles sont ressort de solidarité très forte dans notre société, sur les retraites, sur la santé, entre les biens importants et les biens mal. Ça nous paraît des évidences, et c'est vrai que quand on discute peut-être avec nos enfants, nos petits-enfants, ça ne l'est plus tant que ça. Donc il ne faut pas qu'on abandonne ce qu'on a déjà fait longtemps en mutualité, hein, quand on accueille des nouveaux adhérents, notamment dans les mutualités professionnelles ou les mutuelles étudiantes, mais partout, il faut qu'on le réinvestisse probablement beaucoup plus fortement. Si on va avoir une note positive, est-ce que la crise sanitaire qu'on a traversée a créé des déclics chez les jeunes en matière justement de solidarité avec les autres générations? Vous l'évoquiez tout à l'heure les uns les autres, mais est-ce que vraiment ça a créé quelque chose, ça peut être marqué comme un tournant et que les jeunes sont sortis de cette crise sanitaire en ayant peut-être plus conscience du besoin justement de parler, de faire interagir les générations? Arnaud et puis Mélissa. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'ils aient eu besoin d'un déclic. La solidarité existe pour eux, mais effectivement, elle ne s'inscrit pas dans des structures. Elle ne s'inscrit pas, comme pour leurs aînés, dans un parti politique. Donc, voilà, c'est pas là-dedans. Donc, c'est une solidarité qui s'exerce plus au cas par cas. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de jeunesse individualiste, il faudrait compléter en disant que c'est un individualisme subi. Ce n'est pas un individualisme choisi. Mais effectivement, ils ne trouvent plus ces structures. Non pas qu'elles n'existent pas, mais en tout cas, il n'y a pas eu rencontre. Ils ne s'y reconnaissent pas. Mélissa, s'il te plaît. D'une certaine manière, il y a eu des solidarités en effet qui se sont faites naturellement pendant le confinement. Vous l'avez par exemple dit sur les voisins, mais aussi au sein de la famille. Après, ça n'a pas forcément perduré dans le temps, mais c'est aussi des solidarités qui existaient avant, mais qui ont pu donc se développer. Après, je reviens toujours sur les liens qu'on a au sein de la famille, qui sont les premières solidarités quand même familiales qu'on voit et qui nous forgent aussi dans ce qu'on va pouvoir développer. Et sur le côté
individualisme, comment on s'engage. Il y a quand même aussi, je trouve, beaucoup d'activisme chez les jeunes générations. Et malgré tout, il n'y a peut-être pas de mouvements sociaux, mais il y a des sujets d'inégalité de genre, il y a aussi des sujets d'inégalité de classe sociale, il y a des questions de pouvoir d'achat, etc., etc. Et donc, alors, ça porte aussi dans ce développement d'action, et d'action qui, en fait, quand je dis ces sujets-là, c'est toutes les générations qui sont touchées. Et il y a Michel Maffezoli qui parle des tribus. Et aujourd'hui et demain, on va retourner vers le nous. C'est juste que c'est un nous différent. On va être sur des tribus affinitaires d'action. Et donc, en effet, ça sera plus forcément institutionnalisé comme on l'avait imaginé avec ce militantisme que Jacques Hion parlait de timbre. Vous voyez, à la différence du post-it, en fait, qui est beaucoup plus aujourd'hui. C'est un nous avec un hashtag devant. Il y a une question qui est très intéressante dans la façon dont les politiques abordent la jeunesse. C'est est-ce qu'il n'y a pas un déficit de politique jeunesse dans une France très vieillissante? Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a besoin d'une politique de la jeunesse, en fait? Est-ce qu'il faut vraiment s'intéresser d'abord, enfin, est-ce qu'il faut qu'il y ait une politique ciblée pour la jeunesse? Pour les jeunes d'aujourd'hui, hein, j'entends. En tout cas, moi, si je regarde simplement la photographie de l'opinion, j'essaie d'être dans le diagnostic et de ne pas vous dire ce que j'en pense, mais soyons dans le diagnostic de l'opinion, je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure, les segmentations, les différences par catégorie sociale sont beaucoup plus fortes que les segmentations par âge. Donc effectivement, Mélissa parlait effectivement des différences sociales, c'est aujourd'hui le sentiment d'inégalité sociale, d'injustice est extrêmement fort chez les jeunes, mais partout dans la société. Donc est-ce qu'on se dit c'est fort chez les jeunes ou partout dans la société? Je pense que le phénomène est à prendre en compte. Ça ne veut pas dire, encore une fois, quand on regarde et qu'on peut faire des calculs dans tous les sens, on fait ça avec certains confrères, de savoir est-ce qu'il y a véritablement plus ou moins d'inégalité qu'avant. Et très franchement, pour avoir le bon chiffre, c'est compliqué. Hein. Mais en tout cas, le sentiment d'inégalité est très fort et c'est dangereux parce qu'on voit qu'il a un niveau d'exaspération fort dans la société et personne n'est très optimiste pour ce qui nous attend dans les années à venir. Donc qu'est-ce que ça va donner? Éric Janot, est-ce que essayer de cibler des actions quand on est mutualiste vers la jeunesse, là aussi, ça devient de plus en plus compliqué parce que justement les frontières elles sont de plus en plus ténues? Je ne sais pas si c'est plus compliqué. En tout cas, ce dont je suis persuadé, c'est que, effectivement, au-delà de la pédagogie, au-delà du aller vers, il faut aussi qu'on invente des solutions concrètes sur le terrain. Et ça, la mutualité sait le faire également. Et là encore, il faut qu'on le renforce. Mais on a, notamment au travers de notre livre 3, beaucoup d'actions concrètes. Par exemple, je prends cet exemple sur le logement où on va faciliter aujourd'hui la rencontre des générations. Hein. J'ai noté quelques exemples, mais par exemple, la maison bigénérationnelle à Limoges, Aimé, qui a été faite par la mutualité Limousine, qui permet effectivement d'avoir dans un même lieu à la fois des seniors et puis des étudiants en colocation qui vont passer du temps avec ces personnes-là. La maison Emblème à Saint-Herblain, il y en a d'autres, hein, où on regroupe à la fois des seniors et une crèche sur le même lieu. Un autre exemple aussi, c'est des EHPAD qui s'ouvrent aujourd'hui et qui deviennent des tiers-lieux, parce que les jeunes sont très intéressés par les tiers-lieux, et nous, il faut qu'on y aille, mais on peut aussi en créer autour de nos EHPAD. Tout ça, ce sont des petits exemples qui sont très intéressants, qui essaiment partout sur le territoire. Je crois qu'on a aussi un gros travail à faire pour amplifier la connaissance de ce qu'on fait là-dessus, et puis sur lequel il faut qu'on apprenne pour finalement créer ce lien sur le terrain entre les générations, en faisant très attention à ne pas confondre juxtaposer et création du lien. Dans chacun de ces exemples, si on regarde bien, il y a une question d'animation, d'investissement. Ça ne se fait pas tout seul, et évidemment, ça met du temps, des fois ça échoue, mais c'est comme ça peut-être qu'on recréera aussi ce lien et qu'on fera venir les jeunes vers des solidarités plus concrètes. Autre question qui nous est posée par les gens qui nous écoutent, peut-on avoir un pacte intergénérationnel sans repère de droit stable, dont vous parliez tout à l'heure, notamment sur les droits à la retraite et l'âge possible de départ? C'est sûr que si on n'a pas de cap, c'est plus compliqué de s'engager. Oui, c'est sûr. Après, il y a aussi, par exemple, au Québec, il n'y a pas d'âge légal de départ à la retraite. Il y a un âge à partir duquel on peut décider de prendre sa retraite. On sait qu'on la prendra avant, on pourra partir avec une décote et on la prendra après avec une surcote. Mais si vous voulez, il n'y a pas cette obligation qui nous lie à vie à un emploi ou à
à d'autres subtilités comme le chômage ou du handicap sur le fait de travailler jusqu'à un âge donné avec vous voyez, un certain nombre de trimestres. Il y a un besoin de souplesse, mais la souplesse ne veut pas dire un manque de sécurité. Je reviens sur un besoin de souplesse qui sécurise les parcours. C'est juste que c'est s'adapter aux désirs et aux envies des gens et surtout à leur mode de vie d'aujourd'hui. Et donc je reviens sur le Québec où en fait je peux au final décider de partir à 62 ans, mais je sais que j'aurai une décote. Mais c'est mon choix en tant qu'individu et peut-être que j'ai capitalisé. Mais il y a un manque de clarté aussi, vous voyez. C'est-à-dire qu'on sait qu'on évolue, on sait que la question les pensions de retraite diminuent, on sait que une personne en fin de carrière sur 2 passe par ces cases chômage, inactivité avant d'arriver en retraite. Et donc, de fait, il y a aussi un besoin, quand je parle de clarté, c'est de dire qu'il y a peut-être un besoin de capitaliser. Il y a peut-être aussi un besoin de capitaliser sur sa perte d'autonomie, puisqu'on ne sait pas encore très bien comment ça va se définir, vous voyez, comment on va accompagner, ou sinon de trouver... Il y a des manières, je pense, qui existent et qui peuvent exister dans d'autres pays, qui peuvent nous aider pour trouver de la stabilité, de la sécurité, mais juste de la souplesse. Très important, la souplesse. Autre question, moi j'ai une dernière question ensuite à vous poser, mais on va prendre une dernière question de la salle. Comment les gens peuvent croire à la solidarité intergénérationnelle quand dans le même sentiment, comme dans le même temps, ils ont le sentiment qu'ils n'en bénéficieront pas lorsqu'on parle de retraite? La question, moi elle m'intéresse, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que les jeunes aujourd'hui, ils pensent déjà à leur retraite? J'ai envie d'avoir votre avis à vous et l'avis d'Éric Janot ensuite. Je vais pas répondre sur la retraite spécifiquement. Vous savez, régulièrement, dans le cadre de notre R&D, on fait des grandes études sur ce que pensent les Français. Ouais. On a publié il y a quelques temps, il faudra que je vous envoie le lien, vous pouvez le retrouver, je pense que ça va vous intéresser sur mon fil Twitter. On a publié une enquête, on a dit aux Français, qu'est-ce qui fait le socle de votre identité? On s'attendait à avoir, on a fait ça au moment de l'élection présidentielle, on s'attendait à avoir des trucs sur la langue, le socle de l'identité française, l'histoire, mon village natal, voire la religion. Qu'est-ce qui fait le socle de l'identité française? Et les jeunes répondent exactement comme les autres. Avant tout, en priorité, ça va vous faire plaisir, mais ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est arrêter le modèle social. Le socle de l'identité française pour les Français, c'est notre modèle social à 45%. Et les jeunes sont exactement dans les mêmes scores. Le deuxième élément qui fait notre socle identitaire, c'est le mode de vie, à 35%. Donc effectivement, on peut dire que les jeunes sont différents, mais effectivement, quand on regarde ce type d'études très spécifiques, effectivement, on ne parle pas que de la retraite, on parle de l'ensemble du modèle social, on voit que les jeunes se comportent comme nous, comme les autres, et effectivement, notre identité, c'est avant tout notre modèle social. Éric Janot, vous êtes président de l'Union Mutualiste Retraite, donc j'ai envie d'avoir votre avis sur cette question-là. Oui, c'est une réflexion qu'on entend souvent de la part des jeunes. De toute façon, moi, la retraite, j'en aurai pas. C'est pas très étonnant. Aujourd'hui, c'est ce que vous disiez. Ils sont confrontés comme à un monde qui est extrêmement anxiogène, à des menaces d'humanité finalement qui reviennent, où on ne sait pas finalement dans 10 ans ce que l'on sera, et ce que sera notre société, et ce que sera même la Terre. Donc se projeter à 20 ou 30 ans, c'est compliqué. Dans la même façon, d'une certaine manière, on leur dit effectivement, vous vivrez de plus en plus vieux. Il y a une sorte de paradoxe qui est psychologiquement difficile à résoudre. Et derrière la solidarité, il n'y a pas que la générosité, il y a cette question de la réciprocité. Effectivement, je cotise aujourd'hui pour les générations qui sont à la retraite, mais j'espère bien que les gens qui suivent cotiseront pour moi. Donc il y a au cœur de cette question-là une question de confiance qu'il faut que l'on partage et sur lequel je pense qu'il faut qu'on véhicule, nous, un message quand même d'optimisme. On s'est battu. Ce matin, on rappelait qu'effectivement la mutualité, c'est aussi un mouvement qui se bat pour préserver ces solidarités. On sait qu'elles sont très fortes dans la société française, qui vient d'être rappelée. Il faut déjà le redire. On se battra avec eux pour que ça soit préservé et il faut avoir confiance dans ce pacte. Allez, il nous reste un peu plus de 3 minutes. Il y a d'autres questions, mais malheureusement, on va pas avoir le temps de les prendre. J'ai juste envie que, en 1 minute chacun, vous me disiez, pour vous, quels doivent être les 3 fondements du futur pacte entre les générations, justement, avec la vision du sondeur, avec la vision du sociologue et avec la vision du mutualiste. Moi, en fait, plutôt que 3, j'en ai qu'un. Je pense que c'est très important de savoir écouter et de se mettre à la place des gens dont on parle. Les jeunes, effectivement, vous avez évoqué ce terme, qui est la grande démission. On parle beaucoup de grande démission.
les analyses valent ce qu'elles valent parce on parle d'un phénomène qui est en cours. Hein, donc on verra si j'ai peut-être tort dans ce que je dis. Moi, j'y crois pas à la grande démission. Il n'y a pas de grande démission en France. Il y a des jeunes qui, effectivement, sont pour certains dans une logique de plein emploi. Je parle essentiellement de ceux qui sont diplômés, hein, je ne parle pas des autres. Ils sont dans une logique de plein emploi. Parallèlement, la démographie fait qu'il y a de moins en moins de jeunes. Donc, ils font des arbitrages. Arbitrage entre, je ne vais pas prendre le premier poste qui vient, ça va être un arbitrage entre mon mode de vie, le salaire, là où c'est situé, l'activité, l'intérêt pour le poste. Voilà. Donc, le temps que ça me laisse pour faire autre chose, etc. Et lorsque je fais des études, c'est pour ça que je vous disais ça, lorsque je fais des études auprès de dirigeants d'entreprise, ils me disent les jeunes ne veulent pas bosser. Non. Donc il est important d'écouter qui ils sont, leurs contraintes, pour qu'on ne soit pas dans des fantasmes, effectivement, comme cette grande démission, qui est une réalité indéniablement aux États-Unis. En France, j'en suis pas convaincu. 500 000 personnes au premier trimestre. Mais à voir si ça va continuer. Je suis d'accord avec vous. Mélissa Slipati. Alors moi j'en ai 3 et un peu un fondement au début. Je pense qu'il y a un besoin d'avoir de la confiance. C'est vraiment repartir sur de la confiance entre les générations, repartir de cette réciprocité, de ces transmissions réciproques. La transmission, c'est pas que descendant, c'est aussi recevoir en retour un peu ce don et contre-don. Et puis véritablement communiquer de manière claire, précise. Je pense que c'est des bases un peu à tout fondement d'un futur pacte. Le premier point, ça serait repenser la complexité. En tous les cas, quand on crée ce pacte de solidarité, vraiment aller chercher cette complexité, donc regarder les questions de genre, regarder les questions de CSP, de lieu de vie. Mais aujourd'hui, c'est quand même 13 ans d'espérance de vie entre les classes populaires et les cadres, et pour les hommes, et 8 ans pour les femmes. On sait aussi que sur la question du genre, qu'il y a 40% d'écart de pension entre les hommes et les femmes en arrivant à la retraite. Donc, il y a peut-être des besoins de trouver des solutions qui pensent cette complexité-là. Sur le deuxième point, pour moi, c'est plus segmenté, comme on parlait vraiment du début, mais véritablement en créant des bornes d'âge. Vous voyez, cette segmentation, on aime bien mettre des âges donnés pour... Mais vraiment penser les parcours de vie. Quels sont les parcours de vie aujourd'hui? Quels sont ceux qu'on peut peut-être déjà présupposer un peu pour demain ou en tous les cas pour une certaine population? Parce qu'il y a un besoin, en regardant ces parcours de vie, d'arrêter de penser que la retraite tout seul, mais penser la retraite avec les parcours d'emploi, avec les parcours aussi d'emploi sur les conditions de travail, de pénibilité, de fin de carrière, de transition, ou d'aller regarder aussi, par exemple, et d'éducation, d'orientation professionnelle. Je pense que vraiment, questionner la retraite, c'est questionner tout ce parcours-là. Sinon, il manque quelque chose. Donc, vraiment aller regarder les parcours. Et puis, le dernier point, pour moi, c'est oser inventer de nouvelles manières de faire. À la fois sur les politiques publiques, véritablement. Est-ce que à certains moments, voilà, je disais prendre un temps de retraite plus tôt, mais il y a, je pense, beaucoup de choses à penser à ce niveau-là. Et se demander aussi comment on le refonde ensemble. Et sur cet ensemble, il y a eu la question, par exemple, de la démocratie participative, de consultation, mais montrer que ça fonctionne. Vous parliez du concret tout à l'heure. Il faut des actions concrètes derrière. Mais par exemple aussi, on parle de community organizers aux États-Unis, mais qui sont aussi un peu développés en France. Donc voilà, c'est toutes ces nouvelles formes aussi qu'il faut intégrer. Éric Jeannot. Oui, donc moi 3 éléments. Le premier, il a été dit, mais j'y reviens, c'est il faut être à l'écoute de toutes les personnes en société et donc de toutes les générations. On a beaucoup parlé des jeunes. Je voudrais parler aussi des vieux et des vieux au-delà de 80 ans. Nous, on collabore à l'UMR, par exemple, avec l'association Hold Up, qui s'appelle Les Vieux Debout, et qui nous dit, bah, nous aussi, on a 80 ans, ils sont venus nous voir, et nous aussi, on veut faire une chaîne YouTube. Bah oui, il faut aussi qu'on puisse les écouter dans tous les mouvements sociaux et que chacun ait sa parole et que cette parole se transmette. Ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est aussi comme ça qu'on crée la question de la continuité du lien social. La deuxième chose, c'est effectivement être acteur et créer les moyens que toutes les générations soient actives. C'est peut-être une petite différence que j'aurais avec le président de la République quand il s'exprimait ce matin, c'est qu'effectivement, on a trop tendance à penser besoin d'aide. Les gens, ils ont besoin d'être aidés, mais ils veulent aussi être acteurs de leur destin. Ils ont des ressources, et nous, en mutualité, on doit surtout s'appuyer sur ces ressources de chacun, et là encore, de toutes les générations, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Et puis, je crois que si on arrive comme ça, effectivement, à penser avec les gens,
et pas pour les gens, à penser effectivement ressources et pas simplement besoins, à penser lien et pas transmission, on créera les conditions pour convaincre les jeunes qu'un jour ils seront vieux et qu'ils seront des bons vieux et qu'un jour ils pourront aussi transmettre ce pacte social intergénérationnel. Voilà, parce que si on a une certitude, c'est qu'on sera tous un jour vieux et j'espère le plus longtemps possible. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Mélissa Asli-Petit, merci Anne Segerman et merci Éric Jeannot. C'était passionnant.